Bonjour, donc on attaque les capsules du cours de STT 5100 de modèles linéaires appliqués, avec cette première partie sur les modèles linéaires. Donc j'ai une première capsule encore d'introduction générale à ce problème, où je vais prendre un petit peu le temps de poser les différentes définitions, nommer les objets qu'on va définir par la suite, et aussi en profiter pour vous présenter certaines bases de données qu'on va réutiliser par la suite. Donc voilà, petite introduction, mais on attaque dans la capsule suivante la régression simple et ensuite la régression multiple. Mais avant, on va juste prendre le temps de calmement poser les objets avant de faire des maths pour faire simple. Ok, donc je vais partager mes transparents. Hop, c'est reparti. Ok, donc introduction générale à cette première section. Euh, Voir à l'ensemble, parce que de mémoire, je présente aussi je vous explique un peu la différence entre une régression logistique et une régression standard. Ok. Donc, je vais revenir, allons-y directement. Donc, on est dans cette classe de modèles linéaires. D'accord. Donc, je vais réexpliquer ce que c'est que cette histoire de linéaire. Donc, le principe de base est quand même que on a deux types de données. Euh, la première est une variable qui va nous intéresser, c'est celle que j'appellerai Y. Okay. Donc, c'est ce que j'appelle variable à expliquer, de manière un peu simple. Dans certains livres, en particulier les livres d'économétrie, vous verrez plutôt parler de variables endogènes ou de variables dépendantes. Okay. Donc, cette variable va être représentée, donc on va observer plusieurs observations, ce sera mis sous la forme d'un vecteur. Donc, j'aurai un vecteur d'observation. Fondamentalement, la variable sous-jacente petit y, elle est généralement dans R. Dans la première partie de ce qu'on fera, elle sera dans R. Ensuite, elle pourrait être dans un sous-espace. Donc, en particulier, quand on fera une régression logistique, ce sera juste 0 ou 1. Et quand on fera des comptages, ce sera juste 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça peut être un sous-ensemble. Mais techniquement, c'est juste quelque chose d'univarié. OK. Ça, c'est la première partie. C'est le fait que j'ai une variable d'intérêt que j'appellerai Y. J'ai d'autres variables qui sont ce qu'on va appeler les covariables ou les variables explicatives, des prédicteurs, euh, par opposition à variables endogènes, on parlera de variables exogènes ici. Voilà. Donc, j'ai ces variables qui devraient m'aider en tout cas à mieux comprendre ma variable X. Okay. Donc, par exemple, pensez au prix des logements. Donc, Y, ce sera le prix de vente d'une maison, par exemple. Et pour comprendre le prix de vente de la maison, je vais utiliser des informations qui peuvent être le nombre de pièces, la superficie au sol, est-ce qu'il y a un foyer, est-ce qu'il y a une piscine, est-ce qu'il y a un garage, est-ce qu'il y a deux garages, et ce genre de choses. D'accord. Donc mes variables explicatives devraient m'aider. Alors, je pense que le but ultime, c'est des modèles prédictifs. On pourrait discuter ce point-là. Il faut savoir si le but est de prévoir ou de comprendre. Euh, Quand on veut prévoir, on peut se dire que connaître des informations euh, associées, donc par exemple connaître la superficie, savoir s'il y a une piscine, nous permet de mieux prévoir le prix de la maison. Okay. Donc, ces variables explicatives vont nous aider à mieux comprendre ce qu'il y a dans cette variable Y, voire mieux prédire, en tout cas si on a besoin de construire un modèle prédictif. Donc, j'insiste encore là-dessus, c'est ce que j'explique avec ces derniers mots. Les Y sont des données, les X aussi. Okay. Donc, ce sont des variables qu'on me donne. Okay. Je vais récupérer une base de données. Et dans ce qu'on fera par la suite, on va faire des modèles paramétriques. Donc, mon modèle paramétrique va faire intervenir un vecteur de paramètres qu'on notera bêta. Okay. Et j'expliquerai un petit peu ce que c'est que ce bêta. D'accord. Donc, on aura un paramètre. Alors, je fais même exprès de le mettre un plus différent de P. Okay. Donc, c'est un peu ce que je racontais quand je parlais d'optimisation. Quand je vous parlais d'optimisation, à un moment, je terminais sur l'optimisation multivariée et je vous disais qu'on avait un couple d'observations Y, I, XI, qu'on avait deux paramètres A et B, mais que le nombre de paramètres n'avait rien à voir avec la dimension de mon problème. C'est un peu ce qu'a raconté ici, en fait. Ici, j'ai P variable, mais ici, je pourrais avoir quelque chose de dimension différente. Okay. Il s'avère que dans la première partie du cours, quand on fera les modèles linéaires simples, standards, on aura la même dimension pour le nombre de variables que de mes paramètres, essentiellement parce qu'on fera un modèle linéaire très simple qui consistera à faire une combinaison linéaire, la somme des BJ XJ. Okay. Donc, on a ce paramètre, et cette chose-là, c'est précisément la partie que je ne connais pas.
Okay, donc, on est vraiment dans un problème qui ressemble à un problème de stats où j'ai mes observations, y1, yn, et j'ai un vecteur de paramètres θ. D'accord. Donc là, la seule chose, c'est que mais dans mes données, j'ai deux types d'objets. La variable d'intérêt qui est toujours unidimensionnelle et les variables explicatives qui sont potentiellement très nombreuses. Okay, et mon vecteur de paramètres qui est cette fois-ci, par essence même, multivarié. Okay, et donc, on veut trouver, donc il faut le trouver. Voilà, à estimer, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, j'aimerais bien trouver le meilleur paramètre suivant un critère qui nous reste à définir. D'accord. Donc, quand on fera un modèle de régression, donc on supposera qu'il existe une espèce de fonction. Alors, je note f de manière peut-être un peu abusive. On a l'impression que c'est une espèce de densité. Ça pourrait être un modèle, mais ça va être une fonction qui va être une fonction de bêta en chacun de mes x. D'accord. Donc, si vous voulez, je pourrais le noter de manière un tout petit peu différente en disant que c'est un certain f bêta de mon vecteur x. Okay, et on va admettre quelque chose. Là aussi, je renvoie à la petite capsule que j'avais fait un peu épistémologique, où j'essayais de revenir sur ce qu'était un modèle, où je vous disais, c'est peut-être pas non plus exactement ça, quoi. On espère que c'est un bon proxy. Encore une fois, si jamais je construis un petit modèle pour dire le prix de vente d'une maison, ça dépend de la superficie, du nombre de pièces et de la piscine, je ne capture pas tout. Okay, donc, il reste peut-être une petite imprécision, on en reviendra là-dessus, c'est ce qu'on appelait les résidus. Okay, mais à la base, je suppose que mon y va être proche de cette fonction de mon x, et avec ce paramètre inconnu, malheureusement, que j'aimerais bien pouvoir approcher. D'accord. Donc là encore, je fais une hypothèse de modèle stochastique sous-jacent, donc je suppose que derrière se cachent des variables aléatoires. D'accord. Donc ça va être, je pense, potentiellement la grande différence entre l'apprentissage statistique, le machine learning, et ce qu'on va faire dans ce cours, où on est vraiment dans la continuité du cours de stats, c'est-à-dire, je suppose que mes observations sont tirées suivant des variables aléatoires. Okay, donc, je vais pouvoir avoir des interprétations probabilistes de tout ce que je fais, c'est-à-dire que je peux calculer des espérances. Okay, donc, je vais calculer des espérances de valeurs prédites, je vais calculer des espérances de mes estimateurs et ce genre de choses. Donc, on est vraiment dans la continuité du cours de stats. Et quand j'essaie de formaliser cette première écriture, donc ça, cette première écriture, elle nous satisfera si vous voulez faire du machine learning. Ce qu'on dira, c'est qu'il y a peut-être un petit écart entre les deux, mais ce n'est pas très grave. Nous, on va formaliser ça en disant, en moyenne, donc l'espérance de mon y, sachant mes variables explicatives, ça devrait être cette fonction-là. Donc, en fait, la fonction dont je vous parle, ce f bêta de x, je vais l'interpréter comme étant la moyenne de ce que j'observe avoir, et il nous restera un petit résidu qui aura une certaine variance et qui va nous donner la variabilité de nos observations. D'accord. Donc, on a vraiment cette construction probabiliste des modèles de régression. Alors, juste pour vous en montrer plusieurs, les régressions linéaires, la régression multiple, la régression non linéaire, ce genre de choses, je vous ai fait ici une liste de toutes les choses possibles. Quand on fera une régression linéaire multiple, donc ce qu'on dira, c'est que cette fonction f dont je parle depuis le début, c'est tout simplement une combinaison linéaire de mes variables explicatives. D'accord. Donc, en gros, je vais faire la somme des bj xj. Alors, techniquement, on n'est pas exactement linéaire, on va être affine, dans le sens où je vais avoir une constante. Okay, donc, j'ai une variable constante, plus bêta 1 x1, plus bêta 2 x2, plus bêta p xp. Okay, donc ça va être la forme qu'on va utiliser pendant, je pense, les prochaines semaines. On va essayer de construire des modèles autour de ça, d'essayer de trouver comment estimer ces bêta 0, bêta 1, bêta p. Okay, alors, c'est un peu incluant le titre, je parle d'OLS, c'est-à-dire Ordinary Least Square, on va faire des moindres carrés. Puis j'en ai parlé depuis le début de ces moindres carrés. Donc, on voit qu'il y a une histoire de moindres carrés qui va apparaître. Ce que je vais vous montrer, c'est d'autres choses, le fait qu'on peut relier ça à des problèmes de maximum de vraisemblance, les propriétés qu'on va avoir, toutes sortes de choses. D'accord. Comment trouver un intervalle de confiance sur une prévision, toutes ces choses. Et après, des tests. Okay, comment est-ce que je fais pour vérifier que la valeur bêta p, par exemple, elle n'est pas nulle. Okay, donc, je vais faire des tests et ce genre de choses. Dans la classe des modèles linéaires, on a aussi d'autres choses. On a aussi les modèles polynomiaux, dans le sens où, en fait, je pourrais très bien avoir une variable d'intérêt y, une seule variable explicative x, mais que ma fonction, qui est ma fonction en x, devienne un peu plus compliquée que cette forme linéaire qui serait juste ce bêta 0 plus bêta 1 x. Okay, donc, je vais le garder, ce bêta 0 plus bêta 1 x, mais éventuellement, je vais rajouter quelque chose de quadratique, quelque chose de cubique, voire de manière générale, quelque chose qui serait en bêta s x puissance s. Okay, donc là, on voit apparaître ce qu'on va appeler une régression polynomiale. Je vais supposer que l'espérance de y est un polynôme de ma variable explicative x1. Okay,
Donc là, je suppose que je connais mon S. Toute la difficulté, ça pourrait être trouver la valeur optimale aussi de ce S. Okay. Donc ça, on en parlera peut-être un tout petit peu. Donc ça, ces deux modèles vont rentrer dans ce qu'on fera dans la première partie, c'est-à-dire ce que j'appelle OLS, qui sont les modèles linéaires classiques, où on pourra faire des moindres carrés. Même cette approche-là peut se faire par moindre carré. Ensuite, vous avez l'autre version des modèles linéaires, qui sont les modèles linéaires dits généralisés. Donc la régression logistique et la régression de Poisson sont fondamentalement des modèles linéaires, dans le sens où l'espérance de ma variable y conditionnellement mes variables explicatives va s'écrire comme une certaine fonction de mes x. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que la fonction, ça va être une fonction d'une combinaison linéaire. Okay, donc, ce qu'on est en train de dire, c'est quoi? C'est que l'espérance de y sachant x a une fonction près, alors ici, qui est la fonction qu'on appelle logit, que je définirai plus tard, c'est ma combinaison linéaire des variables explicatives. Pareil pour ma loi de Poisson, je dis juste l'espérance de mon comptage, conditionnellement mes variables explicatives, c'est tout simplement une exponentielle de ma combinaison linéaire des variables explicatives. Okay. Donc, ces types de modèles-là, on en parlera dans un deuxième temps. Okay. Quand on aura fini les modèles linéaires simples, quelque part, dans lesquels j'inclurai le multiple, mais les modèles linéaires standards, dans lesquels la variable y est fondamentalement une variable réelle, okay, a des problèmes donc, de variables qui sont dans 0, 1 ou dans n, d'accord, contrairement au cas précédent où j'étais dans R. La distinction entre la première et la deuxième partie, elle est essentiellement là. Soit j'ai des observations qui sont numériques et continues, plus ou moins continues, soit j'ai du comptage, okay, ou des variables 0, 1. Et quand je dis dans R, quand on aura par exemple une température, quand on aura une vitesse, certes, il y a des problèmes de décimales, je vais avoir des arrondis, mais de manière sous-jacente, j'ai quelque chose de continu. Okay, donc ça, c'est les modèles standards classiques. Alors, il y a une autre classe de modèles, je mets juste le terme parce que vous en entendrez peut-être parler, ce qu'on appelle les modèles mixtes. Les modèles mixtes apparaissent dans une situation un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle les données longitudinales. Alors, au niveau de la classe de tous les modèles qu'on va voir, nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va plutôt appeler des modèles sur données individuelles, dans le sens où j'ai des observations y, xi. Okay, donc, pour chaque individu, j'ai une observation. D'accord. Je n'ai pas évoqué ici encore les séries temporelles. Encore une fois, elles ne sont plus dans le programme de secours. Les séries temporelles, c'est quand vous avez des observations genre YT, et T, c'est la date de temps. Okay, donc, vous avez YT plus 1, YT plus 2. La grande différence entre les données temporelles et les données individuelles, c'est que mes données individuelles, je peux les permuter. L'individu I et l'individu I plus 1 n'ont absolument rien à voir. C'est juste qu'ils sont comme ça dans ma base de données. Et je ne sais pas comment ils ont été triés, mais peu importe. Okay, donc ça reviendra au fait que mes données sont interchangeables dans tout ce qu'on va faire ici. Contrairement aux séries temporelles, où l'observation que j'ai adaptée, elle n'est pas indépendante de ce qu'il y avait à la date T-1 et la date T plus 1. Okay, l'idée des séries temporelles, c'est justement de tenir compte de cette dynamique temporelle. D'accord. Donc, il s'avère qu'il y a des classes de modèles pour ce qu'on appelle les données longitudinales, c'est-à-dire des données pour lesquelles j'ai ce double effet individu-temps. Par exemple, je vais suivre des individus dans le temps. Okay, donc, ce qu'on pourrait avoir en actuariat, par exemple, quand je vous dis je vais tarifer une police d'assurance avec des caractéristiques XI, okay, je vais prendre un individu avec des caractéristiques XI, mais techniquement, en fait, j'aurais pu l'observer la date d'avant. Okay, donc, je vais essayer de prévoir le nombre d'accidents qu'aura une personne d'individu I à la date T. Ce que je vais observer, c'est ses caractéristiques en tant qu'individu I, mais éventuellement, j'aurai aussi des observations dans le temps. Je saurais peut-être s'il a eu des accidents en T-1, T-2, T-3. D'accord. Donc, c'est un peu ce qui traîne dans les cours de type crédibilité où on essaye d'avoir cette approche temporelle avec des caractéristiques individuelles. Donc, la notion de longitudinal, c'est le fait que j'ai à la fois une dimension temporelle, mais en plus une dimension individuelle. Okay. Alors, on peut aussi, là aussi, je suis désolé de continuer le lien avec la crédibilité, mais on pourrait aussi imaginer des modèles mixtes dans lesquels je vais avoir un individu dans un groupe. Okay. Donc, je pourrais peut-être avoir des données d'individus, par exemple au Québec, d'autres individus qui seront en Ontario, d'autres individus qui sont en Colombie-Britannique. J'ai tous envie de les mettre dans ma base de données parce que je me suppose qu'ils se comportent peut-être de la même manière, mais peut-être qu'il y a des différences. Okay. Dans ces cas-là, soit je le mets comme variable explicative et je traite tout le monde de la même manière, soit j'essaie de faire des choses un peu plus fines avec ces données longitudinales, donc qui seraient des données dans un groupe. Okay. Donc ça va s'appeler les modèles mixtes, mais c'est
pour l'instant, en tout cas, encore au programme de ce sujet-là. D'accord? Donc nous, on ne fera pas ça. Je parlerai par contre un tout petit peu des modèles non paramétriques, essentiellement parce que c'est toujours intéressant, quand on fait des modèles paramétriques, de se poser la question de ce qu'aurait donné un modèle non paramétrique. Essentiellement, parce que la seule chose qu'on va faire, et je repensais à votre cours de stats, et je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé. Quand on fait de la stat paramétrique, on va se dire, je suppose que je suis dans une famille de lois, et je cherche la meilleure loi dans cette famille. Et donc vous êtes très content, parce que vous avez trouvé genre la meilleure loi, parce que vous avez le meilleur estimateur, mais qu'est-ce qui vous dit que vous êtes bien dans la bonne famille? Il y a quand même un moment où il faut essayer de se demander si la famille qu'on a choisie est bonne. L'idée des modèles non paramétriques, c'est de se demander si on n'est pas capable de quantifier l'erreur de modèle quelque part. Donc de voir si jamais, supposer qu'on est linéaire, c'est pas une hypothèse trop forte. D'accord? Donc en fait, on essaiera, dans le cadre de la régression simple, on fera essentiellement des modèles simples, non paramétriques simples, on essaiera de trouver une fonction ici, m, qui sera estimée de manière non paramétrique. Donc ce sera de l'estimation de fonctions non paramétriques. Okay, alors, si vous repensez au rappel, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça quand j'ai commencé le tout début du cours en vous disant, bah, on va supposer qu'on est dans une famille, on estime le paramètre θ, on peut tracer, genre je suppose que j'ai une loi gaussienne, je trace la loi gaussienne associée. D'accord? Et je vous ai présenté d'autres estimateurs qui sont les estimateurs non paramétriques où je peux récupérer l'estimateur de ma densité par noyau. Okay, donc on fera exactement la même chose, en fait, cet estimateur, je peux aussi l'estimer par noyau. Okay, donc ça, on en parlera. Je pourrais faire aussi des estimateurs locaux, je pourrais faire des estimations dans des bases de spline ou ce genre de choses. Donc on a des techniques assez intéressantes qui permettent d'approcher cette fonction-là sans faire en fait trop d'hypothèses sur la forme sous-jacente de votre modèle. D'accord? Donc classiquement, on aura envie de dire, OK, modèle linéaire, OK, sauf qu'on pourrait peut-être se demander, OK, je tente un modèle non paramétrique et je vais vérifier que mon hypothèse de linéarité, elle est valide. D'accord? Alors ça, je peux le faire en dimension plus grande. Alors c'est ce que je raconte à la toute fin. Je reviendrai davantage là-dessus plutôt dans la section GLM, parce que dans les GLM aussi, je peux faire du lissage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les techniques de lissage. Ou en particulier, je ferai un petit peu de distinction entre ce qu'on appelle les modèles additifs, dans lesquels je vais transformer chacune des variables. Okay, ou alors, je fais un modèle multivarié. Donc, je me dis que j'ai une certaine fonction multivariée de mes variables x1 et xp. Okay, donc, soit je suppose que j'ai une grosse fonction en dimension p, soit je suppose que j'ai des sommes de petites fonctions. Donc, ce problème-là, il est intéressant parce qu'en fait, il pose une question assez profonde. Je pense que je ferai une capsule vidéo là-dessus dans cette première partie de cours, qui est qu'est-ce que je mets comme variable x1? Quand je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie d'estimer le prix de la maison en fonction de la taille, la superficie, pardon. Ok, est-ce que je mets la superficie ou est-ce que je mets le log de la superficie? Ou est-ce que je mets l'exponentielle de la superficie? Ou est-ce que je mets quelque chose de plus compliqué? D'accord? Donc en fait, la question profonde, c'est quoi vraiment ma variable x1? Est-ce que c'est celle que j'ai dans mes données ou est-ce qu'il faut que je la transforme? C'est ça que nous raconte ce dernier modèle. C'est certes, vous avez envie de mettre votre variable, vous avez envie de dire le prix de la maison dépend de la superficie, mais peut-être pas de la superficie de manière numérique dans un modèle linéaire. Peut-être qu'on va rester linéaire, mais peut-être qu'il va falloir transformer. Donc en fait, ces modèles additifs sont assez naturels en fait. Alors, ça revient juste à dire, je pense que j'ai une variable qui intervient, je pense que la variable x1, elle explique quelque chose, mais peut-être pas comme ça. D'accord? L'exemple sur lequel on reviendra longuement, c'est le prix de mes maisons. Okay, j'ai l'année de construction. Il s'avère que l'année de construction explique souvent en partie le prix des maisons pour une raison très simple, c'est que les maisons neuves, par exemple, sont souvent plus chères. Mais il y a un autre type de maison qui coûte cher, c'est les maisons très anciennes. C'est qu'il y a ce qu'on appelle un biais de sélection, qui consiste à dire que si vous continuez à vendre une maison de 1850, c'est sûrement qu'elle était en bon état. Okay, les maisons de 1850 qui n'étaient pas en bon état, elles ont été détruites et elles ne sont plus sur le marché aujourd'hui. Donc en fait, on a fondamentalement un effet non linéaire qui va apparaître dans ce lien entre les prix des maisons et la date de construction, essentiellement parce que au début, vous êtes relativement cher, puis après, le prix va baisser un peu, puis il va remonter aujourd'hui. D'accord? Donc, on est vraiment dans quelque chose. Alors, ici, je vous ai tracé une espèce de parabole. Est-ce qu'on a quelque chose qui est forcément de type polynomial? Je ne sais pas. L'idée de ces modèles-là, c'est de trouver des méthodes pour essayer en tout cas de capturer la forme de l'effet. Okay, donc, sans forcément faire d'hypothèse de modèle a priori, essayer de regarder juste visuellement, est-ce que je peux voir comment est-ce que l'année de construction influence ou est corrélée, on va dire de manière un peu plus propre, avec le prix de la maison. Okay, donc, c'est ça dont on discutera quand je vous parlerai de méthode de lissage à la fin de cette première section. C'est vraiment essayer de quantifier ces fonctions qui traînent ici et d'essayer de voir comment je peux transformer mes données. Donc là, on est vraiment
à la fois dans des choses peut-être un peu plus compliquées d'un point de vue mathématique, mais on est vraiment dans la problématique de l'application. C'est que donc ce cours, c'est modèle linéaire appliqué. Quand on veut travailler sur des vraies données, bah, les vraies données, elles ne sont pas forcément sous la forme qu'on voudrait pour notre modèle. Et donc, il va falloir bricoler un petit peu pour essayer de tenir compte de ça. D'accord. On va penser aussi en actuariat la fréquence de sinistre. La fréquence de sinistre en assurance auto, elle dépend de l'âge du conducteur, mais pas du tout de manière linéaire. Okay. Les jeunes conducteurs sont relativement risqués. Les vieux conducteurs, ils ont une forme de risque aussi, qui est essentiellement traduit sur de la variance plutôt que sur l'espérance, mais il y a généralement plus de risques et on a quelque chose qui est probablement non linéaire qu'on pourrait essayer de quantifier, d'estimer. Okay. Pareil pour les modèles de mortalité. Les modèles de mortalité, la probabilité de décès, elle dépend de l'âge. Alors, dans la capsule d'épistémologie, j'étais revenu sur les modèles classiques de démographie, où je vous reprenais la formule de Gumpertz et de McCann, qui vous disent bah, le log de la probabilité de décès, ça peut être supposé comme étant linéaire en fonction de l'âge. Okay. Certes, mais il a quand même fallu transformer, non pas la probabilité de décès, mais prendre le log de la probabilité de décès. D'accord. Donc, on a des transformations qui se cachent un petit peu partout, et on va essayer de les expliciter ici. Okay. Donc, on va essayer. Alors, en démographie, la grande différence, c'est qu'il existe, c'est un peu ce que je racontais dans cette capsule d'épistémologie, qui consiste à dire il y a des problèmes sur lesquels il y a des lois. Okay, pour lesquels on vous donne déjà des formes a priori. Okay, McCann vous dit, regardez le log de la probabilité d'essai, ça vous donnera quelque chose qui est proche du linéaire. Vous pouvez corriger après, mais le log de la probabilité d'essai peut être intéressant. Quand je fais le prix des maisons, je ne connais aucune loi qui me dit, le prix de la maison, il dépend de la racine carrée de la taille de votre superficie. Okay, je n'ai pas de loi, donc je pars vraiment en aveugle. Donc on est dans cette approche peut-être qui s'oriente un peu de la science de données. Donc, c'est-à-dire, je vais essayer de faire parler mes données, entre guillemets, et de leur faire dire quelque chose, en tout cas sur les formes de relations qui peuvent exister. Okay. Donc ça va être un peu la grande différence entre ce que je vais faire ici et ce que je racontais dans mon approche un peu en épistémologie, qui consiste à dire, ici, je n'ai pas de modèle a priori. Okay. Donc je ne postule pas de loi, je vais essayer juste de me dire, est-ce que je peux essayer avec mes données d'extraire une forme sous-jacente? Est-ce que j'ai quelque chose qui est linéaire ou est-ce qu'au contraire, j'ai quelque chose qui serait additif avec des transformations non linéaires? Okay. Donc voilà un peu la typologie des différents modèles. Encore une fois, première partie du cours, je parlerai essentiellement des deux premiers. Donc on a passé pas mal de temps sur les définitions des modèles, mais je pense que c'était important. En tout cas, ça permet de clarifier un petit peu là où on va. Puis c'est toujours plus simple de voir le trajet sur une carte avant de s'engager dans la montée. Donc on a vu un petit peu où on allait. Okay. Toutes ces choses-là seront clarifiées par la suite. Là, je vais juste mettre tout ça de côté pour revenir sur présenter quelques bases de données qu'on utilisera par la suite, okay, pour faire des modèles. Donc, le premier exemple, je l'avais déjà un petit peu évoqué dans les premières capsules, en tout cas dans la deuxième, où je présentais un peu les conceptions sur les modèles. C'est une base de données assez populaire et assez ancienne, qui a plus d'une centaine d'années. C'est la base de Pearson sur la taille du père et la taille du fils. D'accord. Donc, on a des couples d'observations. On prend c'est à l'âge adulte, je prends une personne à l'âge adulte, je prends la taille de l'enfant et la taille du père, et on peut construire des modèles linéaires. Donc, je vous explique où trouver les données. Donc, elles sont dans ce package using R, et à cette base de données qui est father.son, dans lesquelles j'ai taille du father et taille du son. D'accord. Donc, pourquoi je vous donne toutes ces bases? Essentiellement parce que, je vais les utiliser pour illustrer différents problèmes par la suite. Donc, on verra numériquement, par exemple, comment construire les estimateurs d'un modèle linéaire. Donc, je prendrai des vraies données, puis je vous montrerai pour de vrai comment ça marche, comment je peux le faire à partir des théorèmes de maths dont je dispose, puis comment est-ce que je peux utiliser en fait des fonctions de R qui le font automatiquement. Puis je vous montrerai que dans la grande majorité des cas, on arrive à reproduire ce que nous propose R, donc c'est relativement rassurant. L'autre point, c'est que si jamais vous ne comprenez pas des éléments du cours, vous avez des données pour travailler. Donc les données sont aussi une manière de s'entraîner. D'accord. Donc de mémoire, je présente 5 ou 6 bases ici. Je pourrais vous en mettre beaucoup plus à disposition. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, prenez les devoirs des années passées. Ils sont tous sur le repo GitHub. Prenez des données et entraînez-vous. Voilà, bricolez, utilisez des données. Encore une fois, c'est un but. Le but du cours, c'est un cours de régression appliquée. Okay. Donc, je ne vais pas revenir sur la philosophie générale du cours, mais l'idée, c'est que vous pratiquez. Donc, vous pratiquez sur des vraies données, je vous en donne plein. Vous pouvez en trouver des milliers sur Internet. Je pourrais vous en passer si vraiment vous n'arrivez pas à en trouver. Mais je vous en présente quelques-unes qu'on va utiliser par la suite. Donc, on a cette taille de père et taille de fils. Donc, je suis sur un problème qu'on va appeler régression simple. Okay. Il y a une grandeur qui m'intéresse. Donc, par exemple, je veux prédire la taille du fils. Okay.
Donc YI, ce sera la taille du fils qui m'intéresse, donc qui sera toujours représenté sur l'axe Y. D'accord, la variable d'intérêt, c'est Y. Y, on est vraiment dans une représentation de type XY en représentation visuelle de fonction. Okay. Les X, ça sera la variable qui m'aideront à mieux prédire la taille d'un fils, qui est la taille du père. Et donc, assez classiquement, je pourrais me dire, je vais mettre un modèle linéaire, donc c'est la courbe en rouge qui se trouve ici. Donc, on a déjà discuté le fait que les méthodes d'estimation standard de type moindre carré nous montrent que la pente, elle n'est pas égale à 1. Okay. Donc, on retrouve le fait que, encore une fois, l'idée de régression vers la moyenne dont parlait Galton, qui est de dire les personnes qui sont grandes, très grandes, elles ont quand même pas mal de chances d'avoir des enfants qui sont grands, mais pas aussi grands qu'eux. Okay. Pareil, les personnes qui sont petites, les pères qui sont petits, ils ont des chances d'avoir des enfants qui sont relativement petits, okay, mais pas aussi petits qu'eux. Okay. Donc, on est généralement plus proche de la moyenne. Donc, on pourrait interpréter. Moi, je l'interprétais plutôt comme un problème de série temporelle parce que c'est un problème de génération. Donc, à la date T, j'ai génération 1, génération 2, génération 3. Et il s'avère que quand vous avez un modèle dit autorégressif, vous avez une convergence vers la valeur moyenne. Okay. Mais bon, c'est un peu extérieur au cours, donc je ne reviendrai pas sur cet aspect de temporel. Un autre type de données qu'on utilisera alors dans un autre contexte, c'est des données pour la régression logistique essentiellement. C'est une variable 0,1 qui va nous intéresser. C'est le fait que des personnes aient survécu ou pas au naufrage du Titanic. Okay. Donc il y a cette base dont je dispose qui contient 2207 observations et j'ai 9 variables explicatives. Donc une variable d'intérêt particulière qui est cette variable de survie. Donc ça va être ma variable Y. Okay. Et je vais avoir les autres variables qui sont mes variables X. Donc j'aurai le genre de la personne, son âge. Et ça a été en première, deuxième ou troisième classe. Donc on voit apparaître les classes. Où est-ce qu'elle avait embarqué, de quel pays elle venait, donc sa nationalité. Je dois avoir le prix de son billet. Et j'ai deux autres informations qui sont le nombre de siblings, donc le nombre de frères, sœurs, cousins, okay, qui sont présents dans le bateau. Et la dernière, c'est le nombre de parents. Donc, c'est savoir si la personne a des parents ou des enfants, je crois, dans le bateau. D'accord. Donc, on a toutes ces informations. Alors, pourquoi ce modèle n'est pas un modèle linéaire au sens classique? Essentiellement parce que si vous regardez la variable qui nous intéresse, c'est un facteur. Okay. Donc techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une variable y qui prend deux modalités, qui est son no ou yes. Assez classiquement, le yes deviendra 1 et 0 no deviendra 0. Donc on est sur un problème binaire, binomial, de modélisation de variables. Donc la régression logistique sera adaptée à ces variables 0, 1, essentiellement parce que j'observe que deux variables possibles pour mon y, que deux états possibles pour mon y. Pour mes x, je vais avoir pléthore de choix, donc je peux avoir toutes sortes de choses. Okay. Donc je peux avoir des facteurs. Donc le genre est typiquement un facteur, homme, femme. Okay. La classe est un facteur, première, deuxième, troisième. La ville d'embarquement sera aussi un facteur. Donc je vais avoir Belfast, Cherbourg, Southampton, je crois. Et je ne sais plus le quatrième port. Le pays, c'est aussi un facteur. Et par contre, les deux dernières, ce sont des nombres. D'accord. Donc on peut faire. Et l'âge aussi. Pardon, j'ai oublié de parler de l'âge, mais l'âge est une variable importante. Donc voilà, donc on pourrait vérifier des adages du genre les femmes et les enfants d'abord. Donc c'est effectivement, est-ce que ce sont les femmes et les enfants qui ont été principalement sauvés? Donc ça, on peut l'avoir essentiellement avec le gender. Gender nous permettrait de vérifier que les femmes ont été majoritairement sauvées. Et l'âge, on peut montrer effectivement que les personnes jeunes ont plus survécu que les personnes plus âgées. D'accord. Donc ça, on reviendra sur cet exemple des bases de données du Titanic dans le cours de régression logistique. Et voilà. Une base de données assez populaire, c'est celle-là. Pour présenter la régression non paramétrique et un peu la régression multivariée, je vais vous parler d'une base de données qui s'appelle la base de données Prestige. Okay. Donc Prestige, elle est dans le package car. Okay. Elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous avez un certain nombre de métiers. Okay. Donc on a en gros 102 métiers pour lesquels on a 6 covariables d'informations sur le prestige d'un métier. D'accord. Donc la variable qui nous intéresse, c'est cette variable de prestige qu'on veut essayer d'expliquer. Donc c'était un recensement qui avait été fait en 1971. Et j'ai de l'information sur le prestige de l'emploi, basé sur toutes sortes d'informations. Donc est-ce qu'un métier est prestigieux parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'années d'études? Est-ce que c'est prestigieux parce que le revenu est important? Est-ce que c'est prestigieux parce que c'est un métier d'homme? Okay, donc on peut se poser des questions assez sexistes là-dessus.
Puis après, j'ai d'autres types d'informations qu'on pourrait discuter. Mais en gros, essentiellement, j'ai 3 variables continues qui pourraient nous intéresser. D'accord? Donc le prestige est un score, donc c'est une variable Y qui est continue et je peux la modéliser. Alors, juste pour vous expliquer, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une régression non paramétrique. Je vous montre un petit peu la base de données. Donc voilà, voilà sa forme. Ok, alors de mémoire, j'ai tout mis ici. Donc head est la fonction qui vous permet de visualiser les 6 premières observations dans une base. Ok, donc la variable qui m'intéresse le plus, c'est cette variable de prestige, ok, pour lesquelles j'ai ces données-là. D'accord, donc j'ai un score de 77,6 pour un métier qui est plus prestigieux que pour un métier qui est à 56,8. D'accord, donc le prestige est ordonné. Okay, et je veux peut-être essayer de prédire le prestige en fonction de, on peut le voir, de l'éducation par exemple. Okay, donc ici j'ai l'éducation. On voit que la valeur, le score le plus important sur le prestige, il est associé à la plus grande éducation, alors qu'au contraire, le plus faible sur le prestige, c'est la plus faible. Donc on pourrait se dire, ok, dit très rapidement, peut-être qu'on a une fonction croissante avec l'éducation. On peut se dire aussi la même chose d'ailleurs sur le income. Okay, donc si jamais je regarde le revenu, effectivement, c'était des métiers qui rapportent. Alors c'est pas exactement le moins parce que celui-là rapportait moins. Et celui-là, alors c'est pas non plus celui qui rapporte le plus, puisque celui-là rapporte beaucoup plus. Donc on voit que c'est pas non plus complètement régulier, mais alors on pourrait se dire ça pourrait être croissant en fonction de l'éducation et croissant en fonction du revenu. Okay, donc on peut essayer toutes sortes de modèles. Donc l'idée des modèles paramétriques, c'est de dire je vais faire en tout cas paramétrique linéaire, c'est de dire je vais dire que le prestige, c'est une constante, plus bêta 1 fois l'éducation, plus bêta 2 fois le revenu. On pourrait tenter un modèle non paramétrique. Okay, donc le non paramétrique serait notre approche. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, je vais juste vous montrer sur des graphes. Donc voilà les deux modèles standards, et c'est ça qu'on va modéliser par la suite. Quand je vous dis que je fais un modèle linéaire sur le revenu et sur l'éducation, ça veut dire que je vais récupérer donc une droite de régression. La droite de régression, c'est uniquement quand j'ai une seule variable explicative. Je vais avoir une surface qui est un plan. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous me donnez un certain revenu, donc par exemple à 15 000 ici, vous me donnez 10 ans d'éducation et je peux vous trouver une valeur que je vais prédire comme étant le prestige associé à ce métier. D'accord? Donc ça, c'est le modèle linéaire tel que nous, on va le construire, c'est-à-dire des hyperplans, okay, donc des plans de régression. Okay. Un modèle non paramétrique, c'est le modèle qui se trouve à droite, qui consiste à dire peut-être que ma fonction n'est pas aussi jolie que cette fonction plane. D'accord, je vais quand même supposer qu'elle est régulière. Donc quand je parlerai un peu de lissage et de ce genre de choses, je ferai 2 sections. Je parlerai du lissage continu, puis je parlerai des problèmes de discontinuité dans une autre capsule. Okay, je pourrais très bien imaginer qu'il y ait une rupture. Okay, peut-être que passé 10 ans d'études, on a une rupture sur le prestige. Okay, ici, je suppose que mon prestige il est quand même régulier en fonction à la fois du revenu et du nombre d'années d'études. Okay, mais ce qu'on observe quand même globalement, c'est que je suis croissant en fonction des deux. D'accord, donc peut-être qu'il y a des moments où je me trompe. Il y a peut-être des métiers qui demandent très peu d'années d'études, qui rapportent beaucoup et qui ont un prestige très élevé. D'accord, donc c'est un peu ce qu'on observe ici, où on a quand même l'impression que ça remonte. D'accord, donc il s'avère que des métiers pour lesquels il y a très peu d'années d'études et qui gagnent beaucoup, ils ont quand même un prestige certain. En tout cas, plus que des métiers pour lesquels on a besoin de faire plus d'années d'études et pour lesquels on gagne moins. D'accord, donc on pourrait discuter des heures. Encore une fois, ce n'est pas non plus un cours de sociologie. Ici, je suis vraiment là pour vous expliquer la méthodologie de comment est-ce que je peux récupérer soit ce plan, c'est-à-dire techniquement ces 3 coefficients, soit cette surface, c'est-à-dire une fonction de R2 dans R. D'accord, donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors je pourrais faire aussi des modèles additifs, encore une fois, en disant que je veux une fonction, une transformation du revenu, une transformation de l'éducation. Okay. Et on discutera de tout ça par la suite, tranquillement. Mais voilà, souvenez-vous juste que quand vous faites un modèle multivarié, modèle linéaire, ça va être cette surface de régression qui est un plan. De manière générale, vous auriez une surface qui pourrait être beaucoup plus irrégulière. D'accord, donc c'est ça, quand je dis un modèle, quand je veux avoir un modèle non paramétrique, c'est pour tracer ça et peut-être me poser la question de est-ce que mon approximation linéaire, elle marche? Est-ce qu'elle suffit pour faire des prévisions, en fait? Si jamais je vois que je plonge complètement à certains endroits, je me dis que mon modèle est peut-être un petit peu limité, il va falloir que je travaille un peu plus. D'accord, donc c'est ça qu'on va raconter dans le cours. Autre base de données, donc je vous ai quand même mis une base de logement, de prix de logement, donc qui sont des prix de maison en Pologne, okay, pour lesquels on a, donc c'est dans un package qui s'appelle Dalex, on a une base qui s'appelle Apartments, dans lesquels on a 1000 prix de logement. Okay, donc il y a une variable qui nous intéresse qui est du prix par mètre carré. Alors ça aussi, on en discutera peut-être un tout petit peu ponctuellement, mais est-ce que j'essaie de modéliser le prix? Est-ce que j'essaie de modéliser le prix par mètre carré? Est-ce que je normalise ou pas?
la variable d'intérêt. On aura des petites discussions ponctuelles là-dessus, mais ça, c'est des problèmes appliqués, j'ai envie de dire. Dans un premier temps, on va quand même essayer de faire la théorie des modèles linéaires. Est-ce que je suis quand même capable de construire ces bodies estimateurs dont je parle depuis le début, là, les bêta 1, bêta P. Okay. Donc, on a ce prix des maisons, donc, qui est une variable numérique. Donc, c'est le prix, en l'occurrence, peut-être en euros par mètre carré. Et j'ai des variables explicatives qui devraient me permettre de comprendre un petit peu mieux comment le prix évolue en fonction de certaines caractéristiques de la maison. Donc, on va voir l'année de construction, la surface, l'étage, donc ce sont pour la plupart des appartements à Varsovie, qui sont plus ou moins hauts, le nombre de pièces, et j'ai une information qui est une variable, une information spatiale, je sais dans quel quartier je me trouve. Okay, donc, on va se poser des questions par exemple, de regrouper des catégories, ce genre de choses. Donc, ça va être lié à l'ANOVA, l'analyse de la variance, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Dans le même genre de données, j'ai à peu près la même chose à Munich en Allemagne, okay, où, alors cette fois-ci, ce n'est pas des prix de vente, c'est des prix de location. Donc, on a la location en euros et la location en euros par mètre carré. Donc, on essaiera de modéliser l'une ou l'autre en fonction de toutes sortes d'informations. Là encore, on aura la superficie du logement, l'année de construction, et des informations sur le fait qu'il y ait sur la cuisine, sur la localisation, puis toutes sortes de choses dont on reviendra si on a l'occasion de travailler sur cette base. Okay. Encore une fois, on n'est pas là pour passer du temps sur l'interface, sur l'interprétation. Dans un premier temps, on est là pour se poser des questions de est-ce qu'on est capable d'estimer, est-ce qu'on est capable de discuter les modèles. Donc cette base pourrait nous servir, là encore, si je ne comprends pas ce que c'est que mes variables explicatives, c'est pas grave, je peux quand même faire des régressions pour voir si jamais une variable intervient ou pas. Le gros intérêt de ne pas savoir ce que sont vos variables, c'est que vous n'avez pas d'a priori. Okay. Construire un modèle en ayant un a priori, peut-être que ça vous fera rater quelque chose. Peut-être que vous allez vous dire, mais cette variable n'intervient pas, je ne vais pas la mettre. Peut-être qu'elle aurait pu expliquer quelque chose. Donc, il faut faire un petit peu attention avec ces histoires de bien comprendre ce qu'il y a de manière sous-jacente dans vos données. Des fois, c'est peut-être mieux aussi de partir en aveugle pour voir ce qui intervient. Après, il faudra être critique sur notre modèle, mais disons qu'on a le droit de construire des modèles à partir de rien. Et je conclue avec une dernière base qui sera beaucoup, beaucoup utilisée par la suite. C'est la base de données dite Davis, qui est dans le livre de John Fox. Alors, il y a une petite coquille dans son livre où, sur l'observation 12, il a permuté les colonnes 2, 3 et 2 et 3. Donc, je crois qu'il intervertit le poids et la taille. Donc, je vous corrige la base pour éviter qu'il y ait une erreur. Sinon, c'est aussi une bonne occasion pour essayer de faire des modèles avec des données qui ont une erreur et voir qu'il y a un souci. Donc, essayer de repérer qu'il y a un souci sur cette 12e observation. Moi, je vous la corrige parce que quand même, on va essayer de jouer avec. Et en particulier, il y a 5 variables dans cette base. Il y a le genre de la personne, okay, et il y a 2 informations qui sont le poids et la taille. Et, petit point important, il y a ce que déclarent les personnes. Donc, on demande aux gens de remplir un questionnaire. Ils doivent donner leur poids et leur taille et après, on les mesure pour de vrai. Donc, on pourrait se poser la question, par exemple, de qui se considère comme étant en surpoids. Est-ce que les femmes se considèrent plus en surpoids que les hommes et ce genre de choses. Donc, on peut faire toutes sortes de choses avec cette base. Si vous ennuyez et que vous voulez comprendre un petit peu la construction des modèles, jouez avec. Okay. Essayez de construire un modèle de personnes qui se déclarent plus grandes que ce qu'elles sont, de personnes qui se déclarent plus lourdes que ce qu'elles sont. Il y a moyen de jouer. Nous, on fera essentiellement l'analyse des 3 premières variables, qui sont le lien entre le poids et la taille, et éventuellement corrigé par le genre. Donc, on est vraiment dans une base de données qui nous permet de faire les modèles les plus simples qui soient. Premièrement, parce que je vais pouvoir faire des modèles simples, donc avoir une variable y et une variable x, mais aussi une variable factorielle là aussi très simple, puisque j'ai que 2 modalités, homme-femme. Okay, donc, on pourra introduire la notion de facteur et voir ce qui se passe. Donc, on reviendra longuement sur cette base dans plein d'exemples dans le cours. Il y a une autre base qui m'intéresse, que je n'ai pas présentée ici, qui est la base qui s'appelle CARS, qui est dans le package de base de R. Vous pouvez taper CARS ou R et vous verrez apparaître cette base. C'est des 50 observations sur des voitures où on a c'est des problèmes de sécurité. On a la vitesse à laquelle arrive la voiture et la distance qu'elle a mis pour freiner. Okay. Donc, on peut se demander, on se doute bien que plus vous arrivez vite, plus votre distance de freinage va être importante, mais on pourrait se demander, est-ce que c'est vraiment linéaire? Si ce n'est pas linéaire, qu'est-ce que je mets comme fonction? Donc, on viendra sur cette base un petit peu plus tard. Okay. Et dans un premier temps, on passera pas mal de temps sur cette base de Davis, de taille et de poids, pour illustrer les principaux problèmes de la régression simple. Donc, à la fois quand j'essaie d'expliquer le poids uniquement par la taille ou alors par le sexe. Donc, on viendra dans cette première partie du cours, dans la prochaine capsule en particulier, on va commencer à faire la régression simple sur des variables continues, puis ensuite je vous parlerai un tout petit peu du cas factoriel. Qu'est-ce qui se passe quand je veux expliquer une variable continue par des variables factorielles? Qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Et pourquoi est-ce que c'est finalement très très simple? Ok.
Donc, on arrête là pour cette intro et les prochaines capsules, on rentre dans le cœur du sujet de comment est-ce que je construis mes estimateurs, comment est-ce que, et quelles sont leurs propriétés et comment est-ce que je fais des prévisions et tout ce genre de choses. Ok. Donc, on arrête là pour cette capsule et je vous donne rendez-vous à la prochaine.